Voyez, mon cher frère, cet enfant, flétri par le sang mauvais de sa mère, une Vassan, fougueux, incommode, penchant vers le mal avant même de le connaître. Gabriel Richetti de Mirabeau, ainsi se nommait l'enfant, né d'une union malheureuse et portant dans sa physionomie et dans son sang toute la cause de la haine paternelle. Le droit que nous étudions ici sera la porte grande ouverte vers nos vies riches et ambitieuses. Promu sous-lieutenant et bien sanglé dans son bel uniforme, Mirabeau court les jeunes routiers de la ville et il fait quelques dettes. Le marquis Boisrouge et décide de faire enfermer son fils dépravé dans quelque prison bien close où il ne sortirait jamais de sa vie. Les excès de ce misérable méritent qu'il soit à jamais exclu de la société. Et dans ce cas, les colonies de Hollande est le meilleur des châtiments. On a la sûreté de ne voir jamais reparaître sur l'horizon un malheureux né pour faire le chagrin de ses parents et la honte de sa race. Gabriel est ressenti par son père, puis par la société aixoise, comme un corps étranger qui menace la famille et le milieu dans son existence. Je me sens dévoré d'un insurmontable appétit de puissance. Mais je dois me faire à l'idée que mon père, jamais, ne m'achètera le régiment qui me permettrait d'être colonel à 25 ans. Il m'a fait l'aumône d'un brevet de capitaine des dragons. Aussi longtemps qu'il vivra, je ne serai que le régisseur de ces terres. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, cette bâtisse appartenait encore à ma famille. Moi, un Mirabeau. À Versailles, je me suis tenu debout, à côté des tables de jeu, en simple spectateur. J'ai vu des galants, bien pomponnés, offrir à leurs belles les parures et les douceurs qui les rendaient aimables. Moi, pour passer par-dessus ma misère et ma laideur, je n'ai que mon audace. Émilie de Covey de Marignane, le voilà, mon beau parti, seule héritière d'une grande fortune, d'une figure très ordinaire et aussi un peu moricote, comme dirait mon oncle le bailli. Une mère demi-folle qui ne peut s'occuper de sa fille et un père qui ne vit que pour sa maîtresse. Le tout formant une famille à tiroirs dont l'un et l'autre viennent d'on ne sait quel géniteur. Ma fortune est faite, mon ami. Eh bien, puisqu'il en est ainsi de mon infortune, je me ferai introduire dans le sérail jusqu'à me faire adopter par cette société. Je sais qu'Émilie a du goût pour la musique et l'art de la comédie. Il me suffira de caresser ses talents et d'en faire apparaître un intérêt majeur. Le plus rude obstacle sera le père, qui a de hautes ambitions pour sa fille, et ne se doute point que l'alliance des Mirabeau et des Marignane serait profitable aux deux familles, et ferait de moi à coup sûr le premier procureur du pays.
dit que Gabriel n'a pas dit son dernier mot. Chaque nuit, la voiture stationne à proximité de la porte de l'hôtel de Marignane, afin que monsieur de la Valette ne l'ignore point. Il a des avantages dans la place, grâce à son physique avantageux. Est-ce tenu pour pavoiser au balcon d'une jeune fille? Le fol aura séduit toutes les femelles, ascendantes, descendantes et de niveau. Celle-là, vous avez volé ma fille et mon honneur. Je saurai me venger et vous reprendre ce qui a été volé ici. Mon père, je veux Gabriel pour époux, mais ne veux vous contraindre. Je ne suis pas complice de sa ruse. Cependant, je souhaite pouvoir consentir à ce mariage. Je prouve que la Valette n'a pas même l'honneur d'être gentilhomme. Eh bien, puisque vous ne voulez pas de monsieur de la Valette, vous ne l'aurez pas. Mais vous n'aurez pas Mirabeau non plus. Mon père, je la veux. Monsieur, préférez-vous qu'elle soit ma femme ou ma maîtresse? Certes, mon ami, vous devez changer de camp. Votre fille étant compromise, le mariage avec Mirabeau serait la moins mauvaise solution. Pour ma part, je vous abandonne à votre entêtement et espère voir bientôt sous un jour plus clément. Très cher marquis de Mirabeau, c'est avec la plus grande joie, monsieur, que je recevrai les témoignages d'approbation que vous donnerez à la conclusion d'une affaire que j'ai désirée très vivement. Voilà. Je consens, ma fille, par la force, mais je consens. Sachez, Mirabeau, que je serrerai les cordons de la dot de ma fille et qu'il faudra attendre ma mort pour user de notre fortune. Qu'à cela ne tienne, Mets ce paille d'or dans les mains de Mirabeau. Il en empruntera 4 fois la valeur à des juifs d'Aix et de Lyon pour subvenir aux frais de sa cour et de son mariage. On le veut, et moi, je le donne, je leur donne ma sainte bénédiction. Aujourd'hui, c'est un homme tout de reflets et de vernis, un fou, tiré à droite par le cœur et à gauche par la tête qu'il a toujours à 4 pas de lui. L'annonce est prévue pour la semaine entière. Et nous aurons aussi l'honneur d'être reçus au château de Marignane. Cessez vos palabres. Nous vous époux soyez assurés que nous mettrons tout notre possible à faire de cette fête de mariage un épisode heureux et inoubliable pour chacun de vous. Vive la mariage! Les amis, que notre société soit chère à nos deux familles. Cela me ravit le cœur de vous voir réunis pour célébrer ce merveilleux jour. Je vous convie maintenant à goûter avec nous aux délices de la fête et des agates que Dieu nous permet d'atteindre. Les fêtes de mariage de Gabriel Honoré et d'Émilie de Marignane se déroulèrent avec infiniment de face. Le tout se soldant
à 4 fois avec les dettes du marié, à 4 fois son revenu. À Mirabeau, le couple s'installe. Somptueusement, il va sans dire. Gabrielle, qui pensait avoir épousé la plus riche héritière de Provence, se trouva fort effrayée de découvrir que le marquis de Marignane avait mis ses menaces à exécution de ne point lui laisser de rente de son vivant. On parle d'un valet de pied battu, d'un paysan rossé, d'un parlementaire bousculé dans les rues d'Aix. En raison de la qualité de votre fils, et surtout pour ne point entacher votre réputation, je suis, jusque-là, arrivé à étouffer l'affaire. Mais je ne saurais laisser plus longtemps dans l'ombre les dettes de Gabriel qui se montent ce jour à 188 624 livres. Signé président d'Albertas. Un voyageur pénétré dans Aix presque clandestinement. Il est précédé dans la petite capitale provençale d'une réputation de scandale. Sorti de prison depuis 2 mois, à peine remis d'un procès pour rapt et adultère où il avait failli perdre la tête, Mirabeau, à 33 ans, rentre dans le pays de ses ancêtres pour y livrer un combat décisif dont dépend son bonheur, sa fortune et son avenir. Je sais bien où se cache votre sensibilité. Et ce n'est point tant dans votre cœur que dans vos intérêts et ceux de votre famille. Notre enfant seul nous attachait encore l'un à l'autre. Mon petit Victor est mort, comme est mort mon amour pour vous. Certes, au début, j'ai été ravie par vous, puis aveuglée, puis interdite. Mon grand tort a sans doute été de regarder de trop près à rien. Voilà ici toute la cause du grand fracas que vous faites pour une séparation. Votre cour, votre société aixoise, que vous croyez bienveillante, mais qui vous manipule et vous mène loin de moi. Moi, le monstre qui dérange les bals et les comédies du Ptolémée. Moi, l'ami du peuple. Moi, le dérangeur de la bonne société. Émilie, reprenez avec votre mari la vie commune. Ou retirez-vous au couvent. On n'a pas sa femme par le ciel. S'il en est ainsi, la guerre est ouverte. Madame de Mirabeau doit quitter la maison de son père et résider dans un couvent pendant tout le temps du procès. Nous demandons que M. de Mirabeau soit jugé avant cela pour ses dettes, qu'il purge enfin la contumace de l'affaire pour violence corporelle sur M. de Villeneuve-Moix. Nous demandons aussi qu'il soit interdit à M. de Mirabeau de plaider lui-même. Cet homme, messieurs, a vécu uniquement en dilapidant la dot de sa femme. La malheureuse, privée de nourriture, vêtue de haillons, abreuvée d'injures, quotidiennement trompée, n'a reçu en réponse à ses plaintes que des soufflets et des coups de bâton. Veuillez trouver ici cette lettre, rédigée par le marquis de Mirabeau, où il y consigna ses folies pour la postérité. Je demande à voir cette lettre. Vous l'aurez quand je le déciderai. Ah, s'il le décide un jour, court toujours. Celle qui passait au milieu des fêtes les plus brillantes, alors que je me consumais dans la captivité et les larmes. Celle qui, sur la tombe de son fils, scandalisait les honnêtes gens. Par la figure d'une femme de qualité, devenue la première actrice d'une troupe de comédiens. Et vous, maître Portalis, qui m'avez tant interrogé, répondez à votre tour. N'avez-vous pas armé Madame de Mirabeau contre moi? N'êtes-vous pas le véritable auteur de ce procès? Vous niez qu'elle soit de vous, ces insolentes requêtes, dont chaque phrase est un outrage.
Vous niez ces phrases que vous avez eu la lâcheté d'écrire, mais que vous n'avez pas eu le courage de signer. Je demande la révision de cette plaidoirie. J'accepte de me retirer pendant 2 ans dans un couvent, à condition que Monsieur de Mirabeau me lave des accusations contenues dans ma lettre à Monsieur Gasson. Autrement dit, qu'il avoue qu'il s'agit d'un texte que j'ai écrit sous sa menace. Ils se continueront la première visite, s'expliqueront à la deuxième et feront enfin la troisième. Ce jour, 5 juillet 1783, en dehors et en conséquence duquel nous accordons à Émilie de Mirabeau, née Covey de Marignane, la séparation pure et simple d'avec Monsieur Gabriel Honoré de Mirabeau, et ceci sans obligation de résidence dans un couvent. Mirabeau est devenu l'idole d'Aix. Il a réussi à faire d'une affaire privée sa première affaire d'État. Il faut que tout homme qui veut travailler trouve un travail. Les moyens de pacification que je veux faire adopter sont ceux d'un homme d'État. Moyens difficiles à faire admettre, car non démagogiques. Le calme est revenu. Les Aixois acclament celui qui les détourne de l'émeute et du pillage. Portalis a refusé la sénéchaussée de Toulon en déclarant « Je refuse de représenter la Provence ». Depuis qu'une sénéchaussée y a assez mal entendu ses intérêts pour députer le comte de Mirabeau aux États généraux. Séance solennelle d'ouverture des États généraux. Sous les yeux de la cour, un mouvement de curiosité s'empare du public au moment où l'on annonce l'arrivée de Mirabeau. Chut! Crie-t-on pour prévenir les applaudissements. La salle retient son souffle. Froid et dédaigneux, le regard chargé de colère, Mirabeau gagne sa place. Il est introduit avec le reste du tiers-état. On les fait attendre, longtemps, dans la gêne et l'inconfort d'un corridor obscur. On a donné des ordres. Mirabeau ne parlera pas. Après qu'on ait voulu me faire taire, j'ai enfin pu m'adresser au roi. Voilà ce que je lui ai dit. Si vous donnez à vos sujets toute la liberté qu'ils peuvent porter, vous protégez toutes les propriétés, vous facilitez tous les travaux utiles, si vous effrayez tous les petits oppresseurs, sous votre nom, vous allez empêcher les hommes de faire ce qui leur convient, sans nuire à autrui. Alors un cri unanime bénira votre action, la rendra plus puissante, plus sacrée. Eh bien, je succomberai peut-être dans cette entreprise, mais au moins, je ne reculerai pas. Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ainsi fut la contribution de Mirabeau à l'histoire dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et dont nous pouvons méditer la leçon. Elle tient en un mot, liberté. La véritable mesure de Mirabeau est là. Ce fut sa passion, sans mesure, qui brûla sa vie comme le plus délirant des amours pour une maîtresse pour laquelle il supporta et osa tout. Un mot pour les hommes vifs et dont il meurt, liberté! Liberté!